Bonjour Elodie. Bonjour Nico. Merci d'avoir accepté cet échange. Moi, la démarche que j'ai commencée là, il y a quelques mois, c'est d'aller à la rencontre des experts autour du bien-être, des experts. J'ai rencontré Sandrine, que tu connais aussi sur l'aspect finance, pour en fait donner du contenu aux professionnels de santé qui sont dans le groupe pendant cette période de confinement particulièrement, de déconfinement maintenant. Et puis assez globalement, comment on peut mieux être en fait dans sa vie de tous les jours. Et aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder ensemble, c'est autour du burn-out spécifiquement, mais plus globalement un peu comment être dans le mieux-être, dans le bien-être. Donc, on va partir pour ça. Ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter à nous? Avec plaisir. Donc, je suis Élodie Jacques, je suis thérapeute corporelle et je me suis spécialisée dans la prévention et le traitement du burn-out, donc de l'épuisement professionnel, que moi j'étends aussi à personnel, puisqu'on peut faire un burn-out autant pour des raisons professionnelles que personnelles. Ok, Donc, j'accompagne à ce titre des particuliers à sortir de l'épuisement et puis je fais beaucoup de prévention en entreprise, surtout dans ce contexte que l'on connaît, quoi. ok. C'est quoi une thérapeute corporelle? Qu'est-ce qu'on fait avec toi en fait? Alors, c'est quoi une thérapeute corporelle? Oui, parce que c'est pas encore très connu, hein. Non. L'idée, c'est d'aller en fait libérer tout l'émotionnel qui est stocké dans le corps. Puisque toi, tu le sais aussi, tout ce qui nous arrive dans la vie, même ce qu'on a vécu in utero ou ce qu'on porte des anciennes générations, va aller se cristalliser dans le corps si on ne libère pas l'émotion pleinement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un enfant de 3 ans qui a de la colère. On voit très bien le tableau même quand on n'a pas d'enfant. Il crie, enfin, il y a du son et il y a du mouvement. Et en fait, c'est de cette manière que l'émotion va aller se libérer et ne va pas rester stockée dans le corps. Donc l'idée, comme la plupart des personnes n'ont pas appris à le faire depuis petit, c'est vraiment d'aller par différentes techniques corporelles, donc sous couvert de massage profond, de visualisation, de gestalt thérapie, enfin il y a tout un tas d'outils associés à la thérapie corporelle. On va aller libérer ça pour le transformer en positif. Et ça se fait du coup en un à un? On vient de consulter comme on irait voir un psychologue ou un autre professionnel comme ça? Ou tu as des approches aussi en collectif? Alors, j'ai des approches en collectif, notamment pour les particuliers, je fais vraiment sous forme de groupe. Donc, il y a une partie individuelle parce que dans mes programmes, il y aura quand même une séance individuelle avec la personne, mais c'est en partie en visio. Donc, on va travailler en collectif, en visio, sur différents thèmes par rapport à l'épuisement. Et une partie sous forme de séminaire où là, il y a une partie groupe et une partie individuelle. Ok. Merci pour cette présentation. Euh, on y reviendra après sur ton approche particulière, enfin on ira plus dans le détail de ça. Mais est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi pour toi le burn-out? C'est quoi ces signes? Et c'est quoi ces signaux aussi? Parce qu'on en parle souvent qu'il y a des signaux un peu faibles qu'on doit apprendre à écouter. Mais d'abord, voilà, une définition de c'est quoi pour toi le burn-out? À quoi ça ressemble? Pour moi, le burn-out, c'est vraiment un épuisement prolongé et une perte de sens. C'est vraiment qu'à un moment donné, on s'est perdu et puis on ne sait plus pourquoi on se lève le matin, on ne sait plus pourquoi on fait les choses, mais on le fait en mode automatique. Et des signaux, il y en a des tas. En général, le corps envoie des tas de douleurs pour nous dire «Eh oh, je suis là, écoute-moi». Et nous, on ne l'écoute pas du tout parce qu'on se croit plus fort et on se dit «Oh, ben, je m'en occuperai plus tard» ou «j'ai pas le temps» ou «ça va mieux». Et finalement, on tire, c'est comme un élastique où on tire de plus en plus, sauf qu'à un moment donné, l'élastique, il craque. Et au moment où il craque, ben, c'est ça le burn-out. C'est vraiment quand on a atteint la limite de l'épuisement. Ok. Et est-ce que c'est, enfin, moi j'avais entendu parler de ça. Je me lève un matin et je peux même pas aller au boulot, quoi. Mon corps m'empêche de me lever, m'empêche de marcher. Est-ce qu'il y a ça, c'est dans des cas extrêmes ou c'est globalement enfin, une façon la plus courante d'être en épuisement professionnel? Alors, quand on est vraiment en burn-out, c'est-à-dire vraiment au bout de l'épuisement, que ce n'est pas simplement de la fatigue ou du surmenage, oui, effectivement, la plupart des personnes n'arrivent plus à se lever un matin. Je suis passée par là, ça m'est arrivé aussi. Et c'est vraiment le corps qui s'effondre totalement parce qu'à un moment donné, il avait beau envoyer des signaux, tu ne l'as pas écouté. La tête a voulu cloisonner le truc en disant non, non, je suis plus fort. Et ben, à un moment donné, le corps, il a cette intelligence de mettre complètement à l'arrêt.
parce que c'est sa seule manière de stopper ce qui est en train de se passer. Un mode sauvegarde Oui, un peu. voilà, c'est ça. C'est vraiment le corps, il se met en mode survie et, et du coup, il coupe, voilà, il coupe tout ce que tu es en train de faire. Moi, je dis souvent, c'est comme si tu es lancé dans un sprint et tu te fais faucher en pleine course. C'est vraiment un peu, je trouve, à l'image de ce qui s'est passé pour la crise sanitaire, pour moi, c'était un peu un burn-out général, tu vois. Je le voyais de cet œil du fait de mon approche. Parce que, voilà, du jour au lendemain, bah, les restaurants, par exemple, ont dû fermer. Enfin, il y a eu tout un chamboulement du jour au lendemain. Et le burn-out, c'est ça. Souvent, on nous dit, ça arrive du jour au lendemain. Mais en fait, non, c'est le fonctionnement d'années et d'années où on tire sur la corde, où on se repose un peu, mais on y retourne et où on va sans cesse mobiliser le corps. Et à un moment donné, le corps, il a juste plus de ressources, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu es en train de dire, ça fait le lien avec deux, trois interviews qu'on a fait sur le jeu. C'est pas on m'a surmené, on m'a mis trop la pression. Il y a quand même une part de responsabilité, de pouvoir en fait d'agir dessus. Complètement. Alors, ça fait un peu grincer des dents, mais je dis toujours, on est à 100% responsable de son burn-out. Attention, ça ne veut pas dire coupable, ça ne veut pas dire qu'on l'a cherché, évidemment que non. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a des tas de mécanismes inconscients qui nous ont conduits à ça. Et l'idée, c'est justement d'aller connaître ces mécanismes inconscients pour ne pas rechuter derrière et puis pour se guérir complètement. Mais oui, effectivement, d'une manière inconsciente, on a attiré à soi le burn-out. Et le fait que, par exemple, je prends le cas assez courant hein, chez les professionnels de santé. Je suis plutôt jeune diplômé où je démarre ma carrière et je suis tout le temps rappelé sur mes jours de congé parce qu'il y a une absence, parce qu'il y a un manque d'effectifs ou peu importe la raison. Mais ça, c'est vraiment très, très courant dans le domaine de la santé. Moi, j'y vois aussi ce risque-là d'épuisement professionnel, c'est que enfin, les journées sont longues, le travail est dur et en plus, on me rappelle sur mes jours de congé. Est-ce que là aussi, il y a aussi ce côté, j'ai le pouvoir aussi de dire non et de dire non, je ne reviendrai pas aujourd'hui parce que je dois me préserver. Est-ce que pour toi, tu le mets aussi dans ces signes à avoir en tête de se dire à un moment donné, si vous êtes rappelé sur vos jours de congé, bah, ça peut être un signe que vous allez être dans une spirale de burn-out, quoi. Ah bah oui, complètement, hein. La chose qui fait partie du burn-out, c'est cette tendance à être perfectionniste et à pas savoir poser ses limites. Donc clairement, quand on pose pas ses limites, à un moment donné, forcément, on va en payer le prix. Parce que de toute façon, il y a quand même de la frustration de ne pas s'être écouté, de pas avoir su dire non. Donc même quand on dit oui, on dit souvent oui à contre-cœur, puisqu'on sent Mm. bien que c'est contraire à nos besoins ou à nos valeurs. Alors, je sais qu'après, dans le contexte médical, c'est vraiment compliqué des fois de poser ses limites, mais pourquoi pas dire non, là, sur mon jour de congé, ça ne va pas, mais je peux vous proposer à tel moment. Parce que du coup, il y a ce truc de responsabilité, de dire c'est pas un non définitif, j'en ai rien à faire, débrouillez-vous, mais c'est aussi une manière de respecter ses besoins. Et je pense que si il y a de tels épuisements dans le domaine effectivement hospitalier et compagnie, c'est vraiment qu'on on les fait tirer sur la corde et ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix, Mm. qu'ils peuvent pas dire non. Pour Ouais. autant, c'est comme tu disais, c'est un travail qui est ultra difficile parce que tu es constamment sur de l'humain. Donc, non seulement physiquement, c'est difficile, donc à un moment donné, il faut savoir se ménager, mais en plus, émotionnellement, c'est pas simple. Donc, à un moment donné, il faut arriver à se remplir soi pour continuer de prendre soin des autres. Sinon, c'est l'effet des vases communicantes, quoi. Il y a Ouais. un problème d'équilibre. Alors toi, je sais que tu connais l'image. Pour ceux qui écoutent, je l'ai déjà donné, je crois, dans un Facebook Live, c'était l'idée de cette baignoire que on remplit, on la vide dès lors qu'on accompagne, et si jamais on la remplit à un moment donné, eh ben, on va se retrouver vidé, quoi. Donc c'est vraiment ça ce que tu dis. C'est moi ce que je parle, c'est il faut d'abord s'accompagner soi et être bien avec soi pour pouvoir accompagner les autres. Et dans le domaine du soin, on voit que parfois on n'a pas cette conscience de ben, on doit s'accompagner soi aussi, quoi. Enfin, le turnover infirmier en France, il est aux alentours de 7 ans, hein. Un infirmier dure 7 ans dans le contact, donc 3 ans d'études, 7 années de pratique. Enfin voilà, ça doit amener à questionner au début de sa carrière, pour ceux qui nous écoutent, qui débutent, de se dire c'est à ce moment-là qu'il faut fixer ses limites. Et c'est pas parce que vous êtes jeune diplômé que vous n'avez pas le droit de vos vacances l'été parce qu'il y en a qui ont des enfants. C'est pas parce que vous n'avez pas le droit d'avoir vos week-ends ou vos jours de congé.
on a tous besoin de ça à partir du moment où on travaille, quoi, en fait. Ah ouais, complètement, hein, parce que juste, on ne peut pas tenir dans la durée si à un moment donné, on ne se remplit pas. Quand tu parles d'image, ce qui me vient, ce que je cite souvent, tu sais, c'est le masque à oxygène qui tombe dans Dans l'avion, tu l'avion. vois. Et on va te dire, bah, si tu as des enfants à côté, tu vas te le mettre d'abord à toi avant de le mettre à tes enfants. Parce que si tu essaies de le mettre à tes enfants, mais que toi, tu n'as plus d'oxygène, bah, tu es mort, tout le monde est mort, et puis voilà, c'est Mmh. foutu, quoi. Bah, là, c'est exactement pareil. C'est à un moment donné pour prendre soin de l'autre. Et nous, on le sait que trop bien dans nos métiers aussi, on a besoin de se remplir en premier. Sinon, si les ressources sont vides, on ne va pas pouvoir aider une autre personne. Ouais, tout à fait. Comment on fait du coup pour se rendre compte de ça? Parce que souvent, c'est un peu un processus inconscient, hein. On veut bien faire, on veut aider l'autre, on veut être solidaire des équipes, si on prend le contexte soignant. Comment on fait pour s'en rendre compte finalement? Bah, on écoute son corps. Il y a tout un tas de signaux que le corps envoie pour dire attention, alerte, là, il y a un problème, il faudrait peut-être faire quelque chose. En général, les premières zones du corps touchées, c'est souvent les cervicales, le dos et le ventre, puisque c'est le cerveau émotionnel. Donc, c'est là où on va ruminer dans l'estomac. Enfin, on a du mal à digérer au niveau des intestins, mais c'est pas, voilà, c'est pas que alimentaire. Quand on dit j'ai du mal à digérer quelque chose, c'est vraiment au sens propre. Quand on dit j'en ai plein le dos, bah, Ouais. c'est aussi vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Et c'est déjà observer son corps. Et quand on a des douleurs qui reviennent tous les jours, quand on n'a pas d'entrain pour aller au travail, qu'on n'est pas motivé, qu'on vraiment ça va pas, bah, ça déjà c'est des forts signaux de se dire il faudrait peut-être que je remplisse mes batteries, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ça va vraiment aller se jouer dans le corps, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, il ne faut pas essayer d'emblée agir en fait enfin, je parlais avec une directrice là, que j'accompagnais hier qui me dit, enfin, elle est vraiment dans cette situation là et elle me dit: «Bah, je vais prendre une journée de congé, ça va me faire souffler». Est-ce que la journée de congé est assez suffisante au final pour souffler? Ou est-ce qu'il faut essayer plutôt de vraiment se retrouver et travailler sur soi finalement? Oui, alors tu connais ma réponse, mais je vais la dire quand même. Non, évidemment que non, ça suffit pas. Même elle pourrait prendre 3 semaines de congé, que ça suffirait pas. On a vu des personnes épuisées prendre 3 semaines ou même se faire, arrêter en arrêt maladie, prendre 2 mois et me dire: «Mais je comprends pas, ça fait 2 mois, je fais que dormir même la journée et puis, j'arrive pas à reprendre le dessus». Bah oui, tout simplement parce que le corps comme il a été mais vraiment jusqu'au bout de l'élastique qui pète et qu'il est complètement vidé, c'est pas juste en dormant qu'il va recharger les batteries. Donc là, effectivement, c'est important de travailler sur soi pour regagner en énergie, se faire accompagner pour remettre aussi, parce que je dis toujours, les émotions, on a une hygiène émotionnelle. Comme on a une hygiène alimentaire, comme on a une hygiène du sommeil, ben, on doit avoir une hygiène émotionnelle. Ça veut dire s'occuper de ses émotions chaque jour, se prendre un temps pour soi chaque jour et pas une fois dans l'année pendant 3 semaines où on est complètement épuisé, quoi. Du coup, ça m'en vient à la question de c'est quoi ton approche toi par rapport à ça? Déjà peut-être que tu as accompagné des professionnels de santé dans ton expérience, mais un peu voilà, c'est quoi ton approche? Moi je suis en burn-out, je suis fatigué, je suis dans le cas où tu le dis là, je suis en arrêt maladie ou je suis pendant mes vacances. Qu'est-ce qui doit me faire t'appeler et qu'est-ce que tu vas m'apporter en fait? Alors, mon approche qui est plutôt atypique, c'est que je mêle effectivement plusieurs outils pour travailler profondément sur le corps. C'est-à-dire que déjà, on va aller explorer quelle est la blessure émotionnelle principale, puisqu'on a tous 5 blessures, soit l'abandon, la trahison, l'injustice, le rejet et l'humiliation. On a une blessure qui date de l'enfance. Et souvent, c'est cette blessure-là qui est le résultat d'un long processus d'épuisement ou même d'autres problématiques de vie. Hein. Ce n'est pas forcément que applicable au burn-out, mais on va construire des situations qui vont aller alimenter cette blessure. Et tant qu'on n'a pas déconstruit ça, tant qu'on n'est pas allé profondément, j'appelle toujours récurer la blessure, eh ben, on va s'attirer des situations qui vont faire que ça va se réalimenter. Donc, c'est vrai qu'il n'y a que dans le corps qu'on va pouvoir soigner un burn-out. Parce que clairement, à l'heure actuelle, on est encore, surtout en France, on est encore beaucoup porté sur les médicaments. On est encore beaucoup porté sur des approches de psychologie verbale. Alors, j'ai rien contre les psychologues, mais le problème, c'est que ça ne suffit pas parce qu'on veut soigner une blessure qui est dans le corps avec des mots.
Et comme il y a tout un processus inconscient, bah, tout simplement, tant que c'est inconscient et que ce n'est pas remonté au conscient, on ne va pas pouvoir s'en occuper avec le verbal. Alors que le corps, on va directement à la source. Donc, c'est vrai qu'on a du coup des résultats ben, en profondeur et plus rapides, quoi. Bah, c'était ça, c'était le sujet, cette notion de pensée-émotion là. C'était, le sujet d'un Facebook Live cette semaine où, du coup, je leur présentais, ce qu'était le couple pensée-émotion et le Mm. lien entre les 2. Et on a quand même une forte tendance à tout concentrer sur les pensées, à se dire que c'est l'esprit rationnel qui doit gouverner, nos choix, notre vie et cetera, et on se coupe. La directrice dont je prenais l'exemple là, elle me dit: «Je suis pas capable de vous dire ce que je ressens là». Elle va pouvoir me nommer qu'elle est, en colère ou qu'elle est triste ou qu'elle est joyeuse. Elle peut me la nommer, mais si je lui dis: «C'est quoi en vous, la tristesse ou c'est quoi en vous la colère?», elle est pas capable en fait d'exprimer ça. Comment tu arrives à découpiller ce moment-là? D'aller amener les gens du coup à ressentir leur corps? Bah, déjà, on travaille énormément en visualisation et la visualisation, c'est génial parce que le cerveau, il est bête, hein. Tu lui dis quelque chose en visualisation, bah, il croit que c'est vrai. Si je te dis maintenant, en visualisation, tu es tout nu sur la banquise, tu vas commencer à avoir froid quand bien même tu es dans une pièce à 30 degrés. C'est absolument formidable, quoi. Et c'est vrai que ça permet déjà de se reconnecter dans le corps. Plus tout un tas d'outils, on travaille en cohérence cardiaque, parce que la respiration, c'est vraiment, toi tu l'expliques très bien aussi dans tes vidéos, c'est la base des émotions. Donc, tout ça va permettre de petit à petit se reconnecter au corps. Et lors du séminaire, effectivement, je travaille profondément. Alors, il y a des exercices qu'on fait en binôme et il y a des exercices après une séance individuelle où je vais vraiment travailler profondément en fonction de la blessure de la personne, en fonction. Ça a beau être des approches de groupe, il y a quand même un contexte ultra personnalisé parce qu'un burn-out n'égale pas un autre burn-out parce qu'on est tous des êtres humains différents, heureusement, et que la personne a besoin d'y aller profondément. Et surtout, moi, j'ai à cœur qu'elle soit complètement guérie derrière et qu'on arrête avec cette consommation de thérapie à outrance où on en a pour des années, quoi. Tu parlais tout à l'heure de la prévention et ça mène un peu à la dernière question, c'est alors peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui sont dans la situation déjà d'extrêmement, enfin d'un épuisement professionnel important et dans ce cas-là, effectivement, bah, au contraire qu'ils te contactent pour, essayer de travailler dessus. Mais pour, toutes les personnes qui sont soit, enfin moi je parle de fatigabilité en ce moment. Il y a eu, une période intense, des congés qui ont été reportés. Enfin, là je parlais avec une infirmière qui me disait que sur les 60 jours, elle a eu 6 jours de congé. Enfin c'est, assez dingue en fait de voir le rythme, lequel ils ont eu. Donc sans parler de gros épuisements professionnels à risque et cetera. Quels conseils tu peux leur donner pour se dire, comment je prends soin de moi dans un contexte où je suis plus fatigué et que je sais que je vais devoir encore tenir quelque temps? Alors clairement, ça rentre dans les rituels dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire se trouver des petits moments. Il n'y a pas besoin d'1 heure de temps d'affilée, mais des petits moments où j'appelle ça, ça va être des sas de sécurité. Justement, alors déjà, on le fait en temps normal, mais quand on se sent fatigué, on peut le faire d'autant plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, travailler en cohérence cardiaque 3 fois par jour, 3 fois 5 minutes réparties dans la journée, c'est rien. Et ça va déjà aller booster le système immunitaire, ça va déjà aller travailler dans l'émotionnel. Parce que, par exemple, si voilà, on est dans un contexte difficile dans le milieu hospitalier, quelqu'un qui me parle mal ou voilà, ça s'échauffe un peu, on sent la colère qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et bien avec la respiration, on va pouvoir faire redescendre ça dans le ventre. Ça permet déjà de mettre un stop, histoire que, j'appelle toujours ça le volcan de la colère, ne déborde pas en inondant tout sur son passage. Et D'accord, ça va. effectivement, des visualisations ou des méditations, on en trouve aussi on en trouve sur Internet. D'avoir des petits sas de sécurité comme ça dans la journée. Donc, ça peut être allez, 10 minutes le matin, 5 minutes à la pause déjeuner ou je ne sais pas, le midi ou comment c'est possible. Et puis 10-15 minutes le soir, de voir aussi de quelle manière je peux remplir mes propres besoins. Mmh. Tu vois, une pause ou se lever 5 minutes. Alors bon, après, milieu hospitalier, je ne sais pas trop en fonction de leur rythme et tout, mais il y a toujours moyen de trouver au moins 15 minutes dans la journée réparties pour essayer de souffler et de recharger un peu ses batteries de cette façon.
Est-ce que toi, tu crois aussi à la vertu d'avoir ce sas quand j'arrive chez moi? Enfin, je prends des infirmières ou des infirmiers qui ont une vie de famille à côté quand ils vont rentrer chez eux. Et de se dire, il y a un moment donné où je suis tout seul, je me mets dans ma bulle juste pour me reconnecter à moi. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui ne sont pas sur la respiration ou la méditation, à qui ça parle pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se ressourcer en fait? Au-delà de, est-ce que tu aurais une piste de comment je peux avoir une activité pour moi en fait? Est-ce que En temps normal, je dirais aller courir, mais les pauvres, ils courent déjà toute la journée, donc ça va pas forcément leur parler beaucoup. Mais effectivement, je vois des personnes qui sont pas forcément en méditation parce que de rester sans bouger, ça les stresse encore plus. ouais, Ben, ça va aller être peut-être déchargé avec le sport. Et même si tu n'as pas moyen d'aller faire le sport ou que souvent, bon, c'est vrai qu'ils rentrent, ils sont déjà crevés et tout ça. Ils n'ont pas forcément la motivation d'aller faire du sport derrière. Mais ça peut être, ne serait-ce que, tu vois, inspirer, bloquer les épaules et tout relâcher en même temps. Et bien ça, tu le fais plusieurs fois en inspirant, en montant les épaules et en relâchant, en lâchant bien les poings. Ça permet ouais. de se vider déjà un peu ou de sauter sur place ou des choses comme ça. Enfin, il y a des personnes, selon les personnes, ça leur parle différemment, mais quelque chose effectivement, histoire de décharger le corps de tout ce qui a été accumulé la journée, histoire de ne pas ramener tout ce bagage émotionnel en plus à la maison. Parce qu'on sait très bien que quand il y a déjà ça en arrivant, il suffit, voilà, on a des enfants qui crient à ce moment-là parce que eux aussi, selon l'heure, c'est leur heure de décharge. Et puis là, ça devient un peu un explosif. Donc, OK, donc prévoir quand même un temps vraiment pour soi. Hem, pendant le confinement, j'ai échangé avec un collègue à moi qui s'appelle Quentin Laurent, qui fait l'intelligence sensorielle et du coup, il partageait aussi et il m'a fait faire l'exercice là, d'écouter de la musique classique et de prendre un instrument dans la musique qu'on entend et mhm, de respirer en même temps qu'il monte et il descend. Et donc lui, c'est Wolfgang, Mozart. d'accord. Et du coup, de respirer en même temps. S'il monte dans les aigus, je prends des… Pour voir si je suis capable de respirer aussi haut que va la note et si je suis capable d'expirer aussi bas que va la note et de prendre du coup ces instruments-là. Et je trouvais ça assez intéressant parce que ce qu'il partageait, c'est que on peut le faire dans la voiture quand on rentre. On se met une musique sur le trajet qu'on a tous pour en fait se remettre à… lui, il parle d'une longueur d'onde, en fait, de se remettre en rythme de respiration et d'aller chercher toujours ce que tu appelles là, ce je gonfle et je dégonfle. Mm. Bah, lui, il parlait de la musique aussi. Donc ouais, je trouve que c'est intéressant. Et puis moi, ce que je partageais autrefois, c'est d'avoir des moments à soi, en fait. C'est de Ouais. créer une routine où, enfin, si on prend, enfin, même ceux qui ont pas d'enfants, etc., d'être invité à l'apéro parce que j'ai 22, 23 ans, du coup, j'aime bien sortir, etc. Mais de se réserver un temps vraiment pour soi où je fais quelque chose qui m'intéresse que moi, en fait. Et que C'est c'est pas ça. où je fais, je sais pas, je fais ma comptabilité, enfin, je fais mes comptes, ou je suis avec mes enfants à faire les devoirs, ou je suis avec un Mm. patient en train de l'accompagner, ou je fais une transmission, ou j'accompagne un étudiant. Enfin, un truc où je m'accompagne moi-même, quoi. Je Mm. Donc ouais, je trouvais ça intéressant. Ouais, complètement, hein, mais c'est vraiment la base parce qu'on a souvent tendance à donner, 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 surtout dans ces métiers-là. Alors en plus, les personnes qui sont et dans ce métier-là et maman, alors c'est d'autant plus Papa aussi, hein. flagrant. Bah aussi, oui, je vais pas. Mais c'est vrai que on a du coup, on va tendance à privilégier l'autre et à Ouais, s'oublier soi-même, tu vois? De la même manière que quand on est parent, maman ou papa, et ben, il y a encore cette idée, tu vois, de sacrifice, je trouve, et de se dire: «Bah, c'est toujours les besoins des enfants qui ouais, priment avant les besoins des parents». Ben non. Alors évidemment, quand on a des enfants en bas âge, évidemment qu'on subvient à leurs besoins, tout ça. Mais il y a absolument besoin aussi de sas de sécurité. Ben voilà, quand maman ou papa vit une émotion forte, qu'elle a besoin de s'isoler 5 minutes, euh, c'est tout à fait intégrable dans la vie de famille et les enfants le comprennent très très bien, quoi. et ça fait même partie de l'éducation de leur intelligence émotionnelle à eux, en fait. Exactement, parce que si leur montrer bah, que papa et maman, c'est pas Wonder Woman ou Superman, qu'il y a des moments où ils sont humains aussi, mais
aussi laisser la place à l'expression Ouais, de l'émotion. Parce que plus elle est libérée, plus moins elle est dans le corps. Donc, ça rend service à tout le monde au final. OK. Merci à toi. Hem, Si je veux, te contacter parce que, je sens que j'ai le besoin d'avoir un accompagnement comme tu proposes, on se te retrouve où? Alors, j'ai mon site qui est en cours de sortie, donc qui s'appelle selfcare-success.fr, qui sera opérationnel d'ici une quinzaine de jours. Et sinon, sur mon profil ou ma page Facebook, Selfcare Success. OK, très bien, parfait. Et ben, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as partagé avec nous et Ben, puis, merci d'avoir bah, pensé à moi. et voilà, avec plaisir et puis, bah, à bientôt. À bientôt, puis bon courage à tous ceux qui sont dans ton groupe.